J'étais sur une plage au Nicaragua. Le soleil tapait, le monde riait. Ça avait l'air d'avoir du fun autour de moi. Tout avait l'air simple, léger, vivant. Puis moi, j'étais encore pogné dans ma tête. Je pensais qu'en changeant de pays, ça allait changer de feeling. Mais non. J'étais exactement au même point. Pris avec moi-même, mais juste ailleurs. Ici Onilito. Bienvenue de l'autre côté. Épisode 3. L'immersion. Ça faisait un bout de temps que je chantais que la ville de Québec était chargée de mauvais souvenirs pour moi. Partout où je me promenais, j'en voyais. Les endroits où je suis allé avec Alanis, les microbrasseries, les restos, le cinéma, tout seul un jeudi soir. Le FEC, l'esti de Festival d'été de Québec. Ça goûte amer pour moi. Même Saint-Roch, puis le parc Victoria, symbole d'un rêve de famille déchu. Sans compter toutes les autres places où j'ai essayé de m'occuper. La Loupe, autour de la rivière Saint-Charles, entre Marie de l'Incarnation puis la passerelle des Trois-Sœurs, que je me permettais d'emprunter juste dans un sens avec mon chien. L'autre sens était comme trop associé à du spinage mental. Le stade Canac, un lieu d'engourdissement maladif. La rue Saint-Jean, où je guidais des parcours pour m'occuper l'esprit, faire du social, puis finir mes journées plus que pompette. La piste cyclable le long du boulevard Champlain, où j'ai pensé un instant que je tenais la bonne posture en attendant le texto final. Puis Saint-Saul, mon hood, où je me comprenais plus depuis trop longtemps. Proche de tout, mais loin d'où je voulais être en dedans. Les bureaux de mon nouveau travail, c'était pas réjouissant non plus, surtout sachant pourquoi j'étais rendu là. Les paravents bruns, y aidaient pas beaucoup non plus. Puis je parle pas de la face de tous ces gens qu'on croise un peu partout. C'est pas évident de tomber sur un regard franc. Puis c'est encore moins évident de tomber sur un sourire. Puis là, je voyais venir le mois de novembre. Puis pour moi, le mois de novembre, au Québec, c'est pas bon. La noirceur, la pluie frette, le vent de côté qui trempe dans les oreilles, c'est pas bon pantoute. J'ai d'ailleurs un tatou sur le poignet qui me le rappelle. J'avais du travail à faire en dedans, dans mes profondeurs, puis faire ça à Québec, je le sentais pas pantoute. J'avais besoin d'un changement de décor, d'un clean slate, de me permettre de vivre autrement pour un petit bout de temps. La Thaïlande m'avait donné un sursis, mais visiblement, j'avais besoin de plus. Ça faisait longtemps que je pensais prendre un vrai break, mais j'étais comme pas encore assez inconfortable dans ma situation pour prendre la décision. Avec le texto final, là, j'étais assez inconfortable. Puis en plus, j'avais soif d'inspiration pour vivre autrement.
ma 3e retraite ayahuasca. Je suis dans l'avion pour l'Amérique centrale, pour suivre ma légende personnelle, mi leyenda personal. Arrivé à Managua, au Nicaragua. Le transport vers San Juan del Sur devait prendre 2 heures, mais ça en a pris 4 vu qu'il y avait de la construction puis du trafic. Sur la route, je voyais déjà le contraste d'ambiance. Premièrement, il fait chaud. 30-32 degrés Celsius à tous les jours. C'est l'été. Les chars ont des windshields teintés dans le haut puis dans le bas. C'est évident que le soleil tape ici. Deuxièmement, le contraste de niveau de vie me frappe aussi. Il y a des chiens errants partout. Il y a des chevaux attachés le long de la route. Je remarque les maisons faites en tôle. C'est pas de la rusticité, c'est de la précarité, du dénuement. Ça ressemble aux abris que les sans-abri se font sur la rue Notre-Dame à Montréal. Mais juste une coche mieux, parce qu'ici, ils n'ont pas d'hiver ou de neige à gérer. Troisièmement, je sens l'amabilité des gens. Les locaux me disent bonjour sur la rue. Les véhicules font pout-pout pour se faire des coucous. Puis les gens, surtout les gars, ils sifflent pour se dire « Yeah, man! » L'atmosphère est relaxe. C'est pas comme au Québec où je trouve le monde stressé, qui te regarde pas, puis qui veulent pas te laisser passer au cas où ça leur enlèverait quelque chose. Quatrièmement, les chicken boss sont full de lumière clignotante, avec des couleurs flash, souvent avec des genres de yeux à la Flash McQueen, ou d'autres gréements dans le pare-brise, ou bien un collant de Bart Simpson, ça apporte. Des vrais parties ambulants. On sent bien qu'on est ailleurs, pas trop jammé dans la conformité polie. Les 3 bruits que j'ai entendus le plus, c'est la petite flûte à 2 notes en forme d'oiseau sur la plage. Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Ta gueule! Le pout-pout des scooters. Puis taxi, taxi! Esti, tu te fais offrir un taxi pour traverser la rue. T'as envie de dire relax, man. Mais là, tu vois bien que c'est son gagne-pain. Puis que le gars, il mange pas de la brioche bien souvent. Fait que je suis arrivé dans ma famille d'accueil après l'heure du souper. Hola, me llamo O'Neill. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Si, si, bien, bien. Disons que j'étais un peu intimidé. C'était vrai, là. Puis je pouvais pas m'en sauver en parlant en anglais. Je comprenais un peu en espagnol, mais c'était pas mal difficile au début. J'avais besoin de Google Translate tout le temps. Mais Hector et Andrea étaient habitués à recevoir des gringos. Fait que ça s'est bien passé. Je vois que la place est modeste, même si Hector est un médecin à la retraite. Andrea, c'est une enseignante à la retraite aussi, puis elle fait encore de l'aide aux devoirs l'après-midi. Leur char est plus beau que la moyenne, mais le garage est dans le salon. Puis je comprenais pas pourquoi il y avait certaines tuiles du plafond qui n'étaient pas à leur place. Au prochain orage, j'ai compris. Ça prenait un saut devant ma porte de chambre. Premier jour d'école, ça se passe dans le même resto où j'ai pris mon ceviche quand je suis arrivé. On est le matin, avant les clients. Je rencontre Margarita, ma prof. Puis on prend la première table sur le bord de la plage. Ça a été notre table pour 3 semaines, puis j'ai eu la face plus grillée à gauche qu'à droite. Mes cours d'espagnol, c'était souvent une demi-heure, 3/4 d'heure de conversation chill, sur ce qu'on avait fait la veille ou les coutumes du coin ou d'autres choses. Après, il y avait une leçon au tableau. Des exercices sur des photocopies de vieux cahiers d'exercices, comme dans le bon vieux temps. Des petits papiers pour écrire les mots de vocabulaire, puis des tareas, des devoirs. Il y avait tout le temps une pause au milieu du cours. C'était l'heure où les profs se faisaient servir leur repas. Je me rends compte que j'aime ça parler en espagnol. Puis j'aime aussi entendre la langue,
avec ses petits frisous sonores. Il me manque juste les mots. J'ai eu une résistance dans le passé contre l'espagnol, associée au divorce de mes parents. Parce que mon père, il est sorti du placard, puis il est tombé amoureux d'un latino, 15 ans plus jeune, avec le clash culturel que ça pouvait impliquer pour mes frères puis moi. Non seulement il y avait le nouveau cercle d'amis gays, mais il y avait aussi le cercle d'amis internationaux. En rétrospect, je pense que j'ai trouvé la marche un peu haute. La première bouffe que le chum de mon père nous a faite, c'était un steak avec je sais pas quoi comme chapelure dessus. En tout cas, j'ai pas aimé ça. Puis les bananes plantains, j'aimais pas ça non plus. Pendant un bout de temps chez mon père, tout était étiqueté en espagnol. Puis on écoutait de la musique latine dans le char tout le temps. En este país, mi país, tu país. Fait que là, c'était le temps de commencer à profiter du voyage. La première étape, ça a été de m'adapter au rythme latino. Pas mal plus lent. Ça m'a permis d'apprendre à ralentir le rythme d'une coche. Juste ça, ça m'a donné un peu de lousse mentalement. Dans les premiers jours où j'étais au Nicaragua, j'ai eu une rencontre virtuelle avec ma psy. Puis le principal message que j'ai retenu de cette rencontre-là, c'est que c'est ma responsabilité de garder la porte de mon cœur ouverte. Malgré qu'en dedans, ce soit juste un champ de ruines calciné. L'image que j'utilisais dans ce temps-là, c'est qu'il y avait déjà eu un beau grand arbre direct au milieu de mon cœur. Ça, c'était ma dernière relation que j'avais mis au centre de ma vie. Puis à un moment donné, ben, l'arbre, je l'ai calissé en feu quand j'ai voulu brûler les ponts avec Alanis, puis avec mon troisième pétage de coche. Mais l'arbre, là, il était plus là. Il restait juste de la cendre à grandeur. Mais bon, on va essayer ça. Garder la porte de mon cœur ouverte. Essayer de laisser entrer un peu de lumière pour voir si ça repousse. En attendant, je lisais Les portes de la perception d'Aldous Huxley, sur le bord de la plage, jusqu'à temps que je perde le livre. En plus d'apprendre l'espagnol, mon deuxième objectif c'était d'apprendre le surf. La plage El Remanso était parfaite pour ça. Les vagues sont pour débutants, puis il y a des habitués sur qui tu peux te fier pour spotter les bonnes vagues. Au début, je tripais. C'était quand même pas désagréable d'aller à la plage à tous les jours. Mais en prenant ma petite bière après le cours, j'ai fini par me sentir décalé. J'étais entouré de jeunes qui ont l'air d'avoir bien du fun. J'étais bien conscient que j'étais pas mal plus vieux. J'aurais même pu être le père de quelques-uns. Mais en dedans, je me sens pas vieux pantoute. Paraît que l'âge, c'est juste un chiffre. Oui, mais non. Là, je le sentais en masse, mon sentiment que c'est plus facile pour les autres de rencontrer que pour moi. Surtout les filles, ils ont juste à se laisser solliciter puis à dire oui quand ça leur tente. Moi, j'aurais aimé ça, rencontrer. Pas tellement parce que je voulais rencontrer, mais parce que je voulais comme être capable de remplacer ce que j'avais perdu dans mon ancienne relation. Puis je voulais essayer de penser à d'autres choses aussi. Fait que je replonge dans mes pensées récurrentes. Je présume, je scénarise, je regrette, j'explique. Puis des fois j'en ris,
mais la plupart du temps, je me crispe. Fait que j'ajoute à ma routine de prendre des bières le soir, un peu pour lubrifier le mental. J'aimais pas les moments où j'étais seul. Mais malgré ça, je me suis fait une petite routine qui était un peu confortable. Le soir, je me concentrais sur mes devoirs, puis après, j'allais prendre 1 ou 2 litres de bière sur le bord de la plage. C'était pas cher, 1 litre de bière. Puis en plus, on pouvait boire dans la rue. Non, la bière, là, c'était pas l'idéal. Mais au moins, je me défonçais pas. J'espérais sortir le soir puis rencontrer du monde, mais il n'y avait pas de party nulle part. Ou en tout cas, j'avais pas le tour d'y trouver. Pour ma 3e semaine, j'ai eu une coloc américaine. Elle était pas mal plus sociable que moi, mettons. Puis plus jeune. Elle parlait quasiment à tout le monde. Elle était comme systématique. Fait qu'on a rencontré une gang dans un hostel qui était un peu sur le party. Il y avait un gars, un expat, qui était tout un numéro. Turns out, c'était un dealer. Fait que j'ai pu essayer son nouvel arrivage de Colombie, le dernier soir avant de partir pour le Guatemala. J'ai pas dormi de la nuit. Puis j'avais un mâchoire raqué le lendemain, à force de serrer des dents. Pendant mon séjour au Nicaragua, j'étais même pas conscient que le pays est sous une dictature. Mais j'ai bien vu la pauvreté, puis les games un peu louches qui peuvent se passer. En parlant avec ma prof, j'ai eu une bonne idée du niveau de vie local. Elle, faut qu'elle marche 40 minutes chaque jour pour venir à l'école. C'est son mari qui prend la moto pour aller travailler à l'hôtel. Ils ont pas de char. S'il y a une panne d'électricité, ils ont pas d'eau. Puis chez eux, ils ont pas de laveuse à linge. C'est ma prof qui fait le lavage, à la main, un peu à tous les jours. Parce que si elle fait juste une grosse batch par semaine, ça lui donne mal dans le dos. Pour la fête à sa plus jeune, elle lui a acheté un gâteau. Parce qu'ils ont pas de four chez eux pour faire un gâteau. Ma prof était très pieuse aussi. La plupart des gens le sont. Je respecte ça. Ça donne une certaine sensibilité, un respect à plus grand que soi. Ma prof est baptiste, puis elle aime pas que les catholiques parlent au statut. J'ai trouvé ça drôle quand elle a dit ça. J'ai compris que les baptistes, eux autres, en ont pas beaucoup d'icônes puis de statues. Mais moi, j'aimais ça aller voir la Vierge Marie une fois de temps en temps. Aussi, les enfants des voisins de ma famille d'accueil, ils jouaient souvent au soccer dans la rue. Ou au baseball, juste avec les mains. Pas de gants, pas de bâton. Juste du plaisir brut. Des roches ou une cochonnerie qui traîne pour faire les buts. Puis beaucoup de beaux rires francs. Ça me rappelait mon enfance dans les années 80. Mais nous autres, on avait des mythes puis des bâtons par contre. Ensuite, direction Guatemala. Une nuit à Guatemala City, puis 4 heures de bus jusqu'à Quetzaltenango, ou Xela, la 2e plus grosse ville du pays. Dans les montagnes, où on parle juste espagnol. J'en profite pour réviser mes intentions.
travailler assidûment l'espagnol, avoir une bonne hygiène de vie, puis commencer une réflexion introspective. Le climat à Sheila est très différent. C'est le climat des Andes. Il fait généralement frais. Des fois, il fait chaud l'après-midi quand il y a du soleil. Il pleut souvent en fin d'après-midi, puis le soir, c'est doux. Je suis encore tout seul dans ma famille d'accueil, sauf la 3e semaine. Je suis avec une madrée qui fait des bons petits plats, des œufs trop salés le matin, puis une excellente salsa maison. L'école d'espagnol me semble plus sérieuse ici, plus structurée. J'ai l'impression d'apprendre beaucoup. On fait des sorties culturelles et historiques presque à tous les jours. On sent que le pays est blessé. Chaque famille a une histoire de quelqu'un impliqué dans la guerre ou quelqu'un de disparu. Le guide, qui est aussi le concierge de l'école, c'est un ex-guerriero. On sent que ça le touche encore. D'ailleurs, une fois, dans une sortie, on marchait dans un chemin de terre pour se rendre dans son village, là où son père est décédé dernièrement. On était les deux en avant du groupe, puis il m'a dit qu'il était triste. Je pense qu'il pleurait un peu aussi, comme un ex-guerriero peut pleurer. Puis là, j'ai rien dit. J'y ai juste mis la main sur l'épaule. J'ai senti que, vu que j'étais le seul autre homme mature dans le groupe, c'est-à-dire de plus de 30 ans, c'était comme mon rôle de lui offrir mon support, entre semblables, comme d'égal à égal. Je ne le savais pas encore, mais ce rôle de présence-là allait revenir dans mon parcours. Ça me fait réaliser que je vis pas mal dans Watt au Québec, comparativement à une culture où les gens ont dû prendre les armes. Moi, j'ai le luxe d'avoir l'ennui comme sentiment principal, de me payer une sabbatique de 6 mois, 3 retraites psychédéliques, puis du temps off pour me recentrer. La façon que je donne du sens à tout ça, c'est en accrochant ma démarche dans quelque chose de plus universel, qui peut servir à d'autres, au fameux bien commun. J'imagine que c'est pour ça que je sens le besoin de partager ce que j'ai vécu. Ça rejoint mon besoin de vivre selon des valeurs absolues, comme un bon HPI. Le changement de scène m'aide à me recentrer. On n'est pas dans un climat de vacances puis de party. Les gens que je côtoie sont sérieux dans leur démarche, même si leur démarche me rejoint pas vraiment. Sauf Joji puis Walid, qui sont à la même étape de vie que moi. Un jour, je suis allé faire un petit trek avec Joji, une étudiante de mon âge avec qui je m'entendais bien. On a échangé sur nos expériences qui se ressemblaient pas mal. À ce moment-là, puis en général, je pense, en tout cas, au moins dans les dernières années, ça me rejoignait. Ce genre de discussion sur notre place dans la vie, puis comment avancer. Cette amitié avec Joji est intéressante pour moi. C'était pas dans le désir, c'était juste dans le partage, entre personnes qui se comprennent. Pendant mon séjour à Sheila, j'ai senti que j'ai fait un pas dans la bonne direction. Je me suis concentré sur mes affaires, puis j'ai comme accepté de vivre en solitaire. J'ai même commencé un récit à propos d'où je viens. Ça me servira pas ici, mais peut-être plus tard, dans ma fameuse biographie que je me promets d'écrire avant que le Québec soit carboneutre. Pas tant pour parler de moi, mais pour partager ma vision de la vie, ma façon de voir. Depuis longtemps, je sens que j'ai quelque chose à partager. Quelque chose sur faire preuve de curiosité plutôt que de jugement.
Be curious, not judgmental, comme dirait Ted Lasso. Être curieux de l'autre, plus que de chercher des certitudes. Pour qu'à la fin, tout le monde soit content. En tout cas, quelque chose de même. À travailler. Fait que dans mon voyage, j'essayais d'être présent. L'atmosphère était plus posée. J'ai ralenti d'une autre coche. J'ai pris juste quelques bières 3-4 fois vers la fin du séjour. Puis je l'ai fait tout le temps avec d'autres mondes, jamais tout seul. J'étais mieux avec moi-même. Mais je chantais le vide. La tradition à PLEQ, mon école d'espagnol, c'est de faire un dîner en groupe le vendredi, puis les gradués préparent un petit speech. Moi, je partais le jeudi, mais j'avais prévu le coup. J'ai fait un petit vidéo que j'ai envoyé pour qu'il soit présenté à tout le monde pendant le dîner. Je l'ai appelé « Mi ultima tarea a PLEQ ». J'étais bien fier de moi. Même si je savais que je pouvais avoir l'air un peu ridicule d'avoir eu cette idée-là, puis en plus de la faire. J'étais content d'avoir réussi à produire quelque chose avec les moyens du bord. Sur mon vieux laptop, j'avais écrit un texte qui avait de l'allure, avec un peu de profondeur, je pense. Sur mon cell, j'ai taponné pour faire un montage qui se tenait, avec une petite touche d'émo, juste comme j'aime. Dans cette vidéo-là, j'utilise le surf puis les vagues en métaphore. Je vous la partage ici. La mer donne toujours des vagues, parfois grandes, parfois petites. Pour surfer, il faut savoir lire les vagues, se placer au bon endroit et attendre sa vague. L'attente permet de profiter du soleil et du vent, de méditer. Et quand la bonne vague se présente, il faut savoir se lancer au bon moment. Se tenir debout sur sa planche, puis la contrôler pour profiter d'un moment de bonheur. Ensuite, on recommence. On retourne au large pour surfer à nouveau, en faisant face aux autres vagues qui nous séparent de notre point de lancement. Certaines vagues s'évitent par-dessus, d'autres par en dessous, puis d'autres nous arrivent en pleine face. À chaque fois, on est secoué, mais on continue vers notre objectif, dans l'espoir d'un autre moment de bonheur. Ma dernière semaine à Sheila, j'avais un prof d'espagnol qui avait une très bonne culture générale, surtout concernant la région, les Mayas. Puis il enseignait aussi le quiché. On a parlé de plusieurs affaires. L'histoire de la Mésoamérica, la place de la guerre dans la culture guatémaltèque, puis le calendrier Maya. On a parlé du calendrier rituel. Il m'a demandé ma date de fête, puis il a fait le calcul. Cinco Tijas. Il a levé les yeux. Pas longtemps, mais juste assez pour que je vois qu'il était étonné. C'est un signe rare, semblerait. Cinco Tijas. C'est la dague d'obsidienne, le couteau sacré. Vu depuis en dessous du manche, comme si je la tenais dans ma main, pointée par en avant. C'est une lame à double tranchant,
faite pour couper, pour séparer, pour enlever ce qui est peu aligné. Tihas, c'est un nawal très particulier, une énergie spirituelle particulière. C'est l'obsidienne, une pierre noire, née du feu, naturellement coupante. Une énergie de guérison, de vérité tranchante. Un outil pour guérir, mais guérir en coupant. Une capacité à couper les illusions, les mensonges. Le 5 amène une dimension de force intérieure, une autorité naturelle. Une capacité à tenir un espace, à canaliser l'énergie de manière stable. C'est le centre rayonnant, l'endroit où cette force-là doit être tenue, maîtrisée. Pas comme une idée, comme un outil. Puis là, mon prof a lu la description, en espagnol, lentement, à chaque fois en faisant des « interessante ». Força. Pas une force qui pousse, une force qui tranche. Quelque chose de précis, qui va au centre, qui enlève ce qui est de trop. Poder. Pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir de voir clair, même quand t'aimerais mieux pas. Le pouvoir de dire non, de mettre une limite nette. Dualidad. Toujours deux côtés. La lame qui libère ou la lame qui blesse. La vérité qui éclaire ou la vérité qui détruit. Agua. Ça m'a surpris parce que ça a l'air doux. Mais c'est pas l'eau calme, c'est l'eau en dedans. Les émotions qui bougent, qui s'accumulent, qui cherchent une sortie. Puis quand ça sort, ça peut couper aussi. Thunder, lightning. Le tonnerre, ça gronde avant, ça annonce. L'éclair, ça coupe d'un coup. Ça éclaire, puis ça disparaît. Guerrero Blanco. Pas un guerrier qui cherche le combat. Un guerrier qui protège une ligne. Qui reste debout quand quelque chose sonne faux. Même si ça isole. Même si ça dérange. Un guerrier de sens, pas d'armes. Sanador. Le nawal des guérisseurs, des médecins. Des mains qui savent où couper. Tihas, c'est pas juste une arme, c'est un scalpel. La différence entre les deux, c'est l'intention. C'est la précision. C'est savoir quand arrêter. Mon prof m'a dit aussi, tu peux être dur, drastique. Quelqu'un qui coupe trop vite, qui devient tranchant avec tout. Parce que quand tu vois, tu peux plus ne pas voir. Et des fois, ça fait des dommages. Je suis sorti de cette discussion-là un peu brassé, parce que c'était pas flatteur. Puis je pouvais pas m'empêcher de voir les moments où j'ai été très tranchant dans mes relations. Ma séparation, mes pétages de coche, mon travail. Ça rejoignait un message que j'avais déjà reçu une couple de fois. Que je suis un guerrier de la lumière, que j'ai une espèce de sagesse à partager. Mais là, ça venait avec quelque chose de plus concret, comme une responsabilité. Comme si on me disait, t'as une lame dans les mains, faut que t'apprennes à t'en servir comme faut. Pour enlever ce qui t'éloigne de ce qui est vrai, sans tout détruire sur ton passage. Six semaines de préparation. J'ai pris goût à l'espagnol. J'ai ralenti le rythme. Mais l'inconfort est encore bien présent. À me sentir pas à ma place, pas dans ma communauté.
Et pourtant, je sentais que j'étais sur le bon chemin. J'avais hâte d'aller à ma première retraite. Je me sentais prêt à plonger après cette phase préparatoire. J'étais dans une meilleure place. Sauf quand je suis revenu à Guatemala City, là, je l'ai senti comme faux, la solitude. Mais je savais que c'était juste un passage, avant des expériences profondes. Comme de fait, ma première retraite m'a fait reprendre l'énergie que j'ai laissée dans ma dernière relation.